Chou En-lai Pompidou, le concret des dossiers. La rentrée des enfants et celle des parents. Allende, la dernière interview, exclusif INF2. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il faut également ce soir s'arrêter sur ce qui s'est passé cet après-midi dans le ciel du Proche-Orient. Le nouveau coup de fièvre a duré moins de 2 heures, mais Israël parle tout de même de 13 MiG syriens abattus, Damas affirmant n'en avoir perdu que 8, tout en touchant 5 appareils israéliens. Reste à savoir ce qui explique ce brusque et grave incident, après avoir vu plus en détail ce qui s'est passé. Il faudra en particulier savoir qui a attaqué le premier ou s'il y a eu provocation. On peut seulement constater que l'engagement a eu lieu à 200 km environ au nord d'Israël, sur la côte méditerranéenne syrienne. Tel Aviv dit, une patrouille de la chasse israélienne a rencontré au-dessus de la Méditerranée des appareils syriens. Damas dit, 64 appareils israéliens ont pénétré dans notre espace aérien sur la zone côtière. Notre chasse les a interceptés. Il y a quelques mois, nous avions rencontré le vice-ministre syrien des Affaires étrangères qui nous parlait de la guerre et de la paix. Pour nous, ce qui a été pris par la force ne peut être rendu que par la force. Mais force ne signifie pas exercice de la force militaire sur le champ de la bataille. Pas nécessairement. La force militaire s'exerce aussi sur un plan diplomatique. C'est-à-dire, pour que nous soyons forts dans notre position sur le plan politique, il faut que nous soyons forts militairement, sur le plan militaire. Et ceci nous amène à nous renforcer, notre potentiel militaire, tout en acceptant, tout en admettant que des efforts sur le plan diplomatique pourraient être utiles. S'il s'avère que ce sont les Syriens qui ont attaqué, c'est l'illustration de ce que vient de dire le ministre syrien des Affaires étrangères. Mais cela semble peu probable. Si ce sont au contraire les Israéliens, n'ont-ils pas voulu précisément diminuer cette puissance militaire qui s'est renforcée et montrer qu'ils sont toujours les plus forts? Car en effet, la Syrie renforce son potentiel militaire grâce à l'Union soviétique qui lui envoie instructeurs et matériel. Ici, l'aviation syrienne à l'entraînement sur les avions tchécoslovaques L-47. La Syrie a reçu cette année une centaine de MiG-21, ce qui porte à 200 le nombre d'avions de ce type dont elle dispose. L'aviation syrienne possède encore de 80 chasseurs MiG-17, un peu dépassés, et de chasseurs bombardiers. La marine, elle, dispose de quelques unités, dont 2 navires anti-sous-marins, d'ailleurs d'origine française. L'armée de terre comprend entre autres 2 divisions blindées et elle comprend 12 batteries contre 8 l'année précédente. Batteries de missiles sol-air, missiles et chars sont également de fabrication soviétique. Enfin, l'armée de terre, dont on ignore exactement le nombre. En face des 310 avions syriens, Israël dispose de 480 avions de combat. Maintenant, reste à savoir si les Israéliens n'ont pas voulu frapper au lendemain de la réunion du Caire, qui a regroupé Sadat, l'Égyptien, Assad, le Syrien, et Hussein, le Jordanien. L'Égypte et la Jordanie ont repris leurs relations diplomatiques. Hussein réintègre la stratégie arabe. Les Israéliens pouvaient craindre un front syrien, jordanien, égyptien. Ils ont donné aujourd'hui un avertissement, une démonstration de force, pour qu'on ne pense pas à réactiver, comme le veulent les Arabes, le front oriental, c'est-à-dire la frontière syrienne et jordanienne. C'est un document. C'est sans doute la dernière interview qu'aura accordée le président chilien Salvador Allende. Samedi dernier, une équipe d'INF2, conduite par Jacques Segui, était reçue par Salvador Allende. Sans prévoir les événements, l'issue qui allait suivre, le dialogue toutefois était grave. Car Salvador Allende savait qu'à tout moment, la situation pouvait passer de la tension latente à l'explosion. Ce document est d'autant plus saisissant
que la conversation s'est déroulée dans la résidence privée de Salvador Allende, où il avait préféré recevoir l'équipe d'INF2. Quels sont selon vous, Monsieur le Président, les problèmes les plus aigus au Chili? Pour moi, il y a deux problèmes essentiels, les problèmes de l'opposition politique et les difficultés de la situation économique. En ce qui concerne la situation politique, il faut distinguer deux sortes d'opposition. Une opposition constitutionnelle et une opposition qui conspire et qui prend une teinte aujourd'hui délibérément fasciste. Pensez-vous avoir de la chance, Monsieur le Président? Non, vous simplifiez le problème. Je n'ai pas de chance, j'ai seulement une certaine habileté à gouverner, mais j'ai surtout une conviction absolue et une foi irrévocable dans le peuple. Una fe irrevocable en el pueblo, en su conciencia, en su sentido de responsabilidad. De quoi êtes-vous le plus fier? Pensez-vous avoir conduit le pays au socialisme? Piensa que 6 años es bastante para implantar un país socialista. No se puede evaluar así tan mecánicamente el tiempo. Después de 3 años, j'éprouve la grande satisfaction d'avoir été loyal au désir et surtout au programme que s'est fixé le peuple et d'avoir reçu du peuple des preuves de loyauté et de soutien. Vos relations avec les États-Unis se sont-elles améliorées? En realidad, de parte nuestra siempre ha habido el propósito de mantener las relaciones normales. Mon but a été que nos relations avec les États-Unis soient des relations normales. Et je pense bien qu'ils ont compris ce désir. Par ailleurs, pour nous, les États-Unis font partie des puissances qui ont voulu s'immiscer dans nos affaires intérieures et qui ont joué un rôle négatif. D'ailleurs, on peut constater que le Sénat américain vient de mettre en évidence le rôle de la CIA qui intervient aussi dans d'autres pays que le Chili. Claro está que nosotros separamos la política del gobierno norteamericano de las grandes empresas transnacionales que han agredido a Chile económicamente, que han pretendido intervenir en la política interna, que nos han llevado al borde de la guerra civil, que utilizaron su dinero con estos propósitos. De la misma manera que ha quedado evidenciado en la subcomisión del Senado norteamericano la acción de la CIA interviniendo en diversos países y entre otros en el nuestro. Renonceriez-vous au pouvoir si pour vous c'était le moyen d'éviter une guerre civile? Si usted pensara que su renuncia sería el bien por el país. Indiscutiblemente. Incontestablement, je crois que tout homme y renoncerait s'il savait qu'il évite une catastrophe nationale. Renunciar si acaso tuviera conciencia que con ello evitaba una catástrofe a su patria. Por sobre los hechos personales, las posiciones políticas, está indiscutiblemente el pueblo y el país. Vous y pensez à la guerre civile? Yo pienso il faut l'éviter et je crois être le seul homme à pouvoir le faire. Quelle est la place de Salvador Allende? Quelle est la place de Salvador Allende dans l'histoire du Chili, dans l'histoire du monde? Et quelle podría ser en la historia en general después de su mandato? Ah non, eso lo jugarán los historiadores. Non, non, je ne peux pas répondre, les historiens le feront pour moi. C'était donc samedi dernier. Depuis cette dernière interview, on peut dire que le Chili est coupé du monde. Si les réactions ont été nombreuses à travers le monde, dans quelque sens que ce soit, pour faire le point de la situation, il faut s'en tenir au communiqué de la junte militaire qui a entre autres annoncé la constitution d'un gouvernement comprenant pratiquement que des militaires, à l'exception de 2 civils. Quant à la situation du pays, là, on est beaucoup moins précis. Ce sont là les dernières images que nos envoyés spéciaux nous ont fait parvenir à partir de la capitale chilienne. Depuis, plus rien. Aéroport fermé, routes et ports bloqués, liaisons téléphone, téléx totalement interrompues. Seul un avion cubain a quitté Santiago du Chili avec à son bord des diplomates de l'ambassade de Cuba. La veuve du président Allende, réfugiée avec sa famille à l'ambassade du Mexique, s'apprête, elle aussi, à quitter le Chili à bord d'un appareil
envoyé par le président mexicain. La junte militaire a confirmé ce matin pour la première fois que des heurts se sont produits entre les forces armées et des groupes de résistance civile au centre et dans la banlieue de la capitale. Un premier chiffre est avancé, 1 millier de morts. Et des voyageurs arrivés ce matin en Argentine ont affirmé que la résistance gagnait l'intérieur du pays. Un signe en tout cas. Les autorités militaires ont lancé sur les ondes de la radio un appel invitant les donneurs de sang à se rendre dans les dispensaires publics. En France, un échange de propos assez vif au milieu de nombreux commentaires entre M. Marchais et M. Pierre Messmer. Le secrétaire général du Parti communiste a dit devant le comité central que ceux qui, en France, applaudissaient au putsch militaire chilien rappelaient ainsi qu'ils étaient les soutiens d'un régime issu d'un putsch militaire en mai 58. En fin d'après-midi, M. Messmer, le Premier ministre, a tenu à faire une déclaration dans laquelle il estime que les propos de M. Marchais sont une insulte à la mémoire du général de Gaulle et aux Français qui n'ont cessé depuis 15 ans de soutenir librement les institutions par leur suffrage. Fin de citation. C'est une longue journée d'entretien politique qui s'est déroulée aujourd'hui à Pékin pour le président Pompidou. Séance de travail le matin, déjeuner en tête-à-tête offert par le président français au Premier ministre Chou En-lai et poursuite des discussions l'après-midi. Juste le temps pour M. Pompidou, en tout début de journée, d'accorder quelques instants et quelques regards admiratifs au fameux temple des anciens empereurs Ming. Il a été construit à quelle époque à l'origine? En 1420. La Chine de Mao règle leur compte à des siècles d'histoire impériale. Elle intègre ce qu'il y a de meilleur dans le passé à la longue marche du peuple chinois vers son indépendance. On explique à M. Pompidou que les empereurs venaient ici prier le ciel d'octroyer de bonnes récoltes. On attendait alors tout du ciel, il était immuable et figé. On remplace la passivité aujourd'hui par la lutte et on apprend aux petits pionniers rouges les souffrances que ces réalisations ont coûté à leurs ancêtres paysans. Le temple du ciel n'est plus qu'un parc ouvert aux familles. Celles qui se promenaient ont offert un accueil apparemment spontané et libre à M. Pompidou. Vous attendiez à voir le président Mao aussitôt? Ah, pas une grande question. Hein. Eh bien oui. Vous le saviez? Oh, bien. Demain, M. Pompidou pourrait lever un coin du secret de ses entretiens avec Mao et de cette visite qui laisse en réalité peu de place au tourisme. Oui, vous gardez ce vestige du passé magnifique, et puis vous avez des tas de petits-enfants, c'est très bien. Au revoir. Les gardes rouges de la révolution culturelle avaient dégradé ce temple comme bien d'autres. Le gouvernement Chou En-lai les restaure. Selon la formule de Mao, il faut faire sortir le présent du passé. Le présent, c'est à travers ces conversations élargies ou privées, la volonté de la Chine de résister aux deux grands, surtout aux soviétiques les plus visés, et de réapparaître dans toutes les parties du monde, en Europe socialiste aussi, de là son intérêt pour la construction européenne. Nous avons entendu parler que la conférence de Copenhagen s'est déroulée dans des conditions relativement heureuses. Oui. Ça. J'attends d'avoir des Et précisions. cette conférence s'est terminée relativement plus rapidement. Mais enfin, je fais confiance à M. Jobert et je pense que les points de vue sur l'identité européenne auront été bien soulignés. Je ne vous cacherai pas d'ailleurs que j'avais un petit peu vu les textes avant de partir. Monsieur Jobert a rejoint les deux délégations et commenté devant elles les résultats de la conférence européenne. La France estime important de construire à côté des super grands des ensembles forts, cohérents et unis. Monsieur Pompidou devait d'ailleurs le répéter ce soir au cours du dîner de travail qu'il a offert à Monsieur Chou En-lai, ravi, paraît-il, de goûter les fromages et les vins français. Le numéro 2 chinois ne cache pas que ses conversations avec le chef de l'État français sont très bonnes et prometteuses. Est-ce qu'on peut dire aux Français que vous allez bientôt venir? Alors ça, on ne peut pas répondre à une telle question. Parce que si je réponds trop concrètement, alors je pourrais décevoir les Français.
Est-ce que l'on peut dire que vous avez trouvé certains points communs dans la politique étrangère de la France et celle de la Chine? 在中国的外交政策和法国的外交政策中间找到了共同点了。Oui, il y a beaucoup de communs. Oui, il y a pas mal de points communs. En particulier en ce qui concerne l'indépendance? 是不是特别是关于独立问题啊？对对，你说对了，很juste ce que vous dites. Depuis le début de la guerre froide entre Pékin et Moscou, les échanges commerciaux entre la Chine et l'URSS ont considérablement diminué. Au moment où la Chine de Mao s'ouvre sur le monde, au moment où Paris et Pékin justement soulignent que leurs positions sont quelquefois identiques sur un certain nombre de problèmes, il est normal que les échanges économiques, le commerce progressent d'eux-mêmes. On en parle en ce moment à Pékin. Il est bon de rappeler ce qu'ont été jusqu'ici les relations économiques entre la Chine et la France. L'agriculture traditionnelle qui occupe 80% de la population. L'objectif aujourd'hui des dirigeants chinois est d'industrialiser le pays. Et pour cela, ils demandent une aide technologique importante à l'Europe, au Japon et aux États-Unis. Les Chinois n'hésitent plus à acheter des installations industrielles complètes aux pays occidentaux. Depuis la rupture avec l'Union soviétique, le commerce de la Chine avec les pays de l'Est a baissé de 1965 à 1970 de 90%. Actuellement, les principaux partenaires de la Chine sont dans l'ordre le Japon qui vient très nettement en tête, Hong Kong, Singapour, l'Allemagne fédérale, le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne et la France qui arrive donc en 8e position. Il y a un fait très frappant et qui est généralement assez peu connu, et que le commerce extérieur de la Chine, c'est-à-dire les relations économiques qu'elle a avec l'extérieur, sont jusqu'à maintenant très peu développées. Pour donner un exemple, le commerce extérieur chinois global ne représente que moins de 10% du commerce extérieur français. Qu'est-ce que nous échangeons entre la Chine et la France? Eh bien, nous avons un rythme d'échange avec les Chinois qui dépend des grands contrats que nous faisons avec eux, mais qui n'arrive pas à créer ce rythme continu d'échange avec la Chine. Alors nous avons fait des performances et eu des résultats assez considérables pour nos exportations. Par exemple, il y a plus d'1 millier de camions français qui roulent en Chine. Il y a plus d'une centaine de locomotives françaises qui roulent, qui sont en fonctionnement en Chine. Nous avons signé des contrats importants dans le domaine de la chimie, de la pétrochimie, mais nous allons essayer dans les années à venir de diversifier les secteurs où nous sommes présents en Chine pour donner un caractère plus stable à nos échanges. Dans le sens des importations chinoises, des exportations chinoises en France, c'est-à-dire des importations françaises de produits chinois, il s'agit essentiellement de produits traditionnels comme la soie, le coton ou les minerais, mais et la viande aussi, les produits, le porc, mais pour des sommes qui sont en augmentation assez sensible d'année en année et qui sont aux environs de 600 millions de francs par an maintenant. Les Chinois ont envoyé depuis quelques années des missions techniques en France très nombreuses, très importantes, très bien documentées, très compétentes, dans divers secteurs comme la construction mécanique, la chimie, la pétrochimie, les composants électroniques, l'aéronautique, les équipements aéroportuaires, et je pourrais multiplier les exemples. Inversement, des missions françaises nombreuses et de qualité sont allées en Chine, et nous avons l'intention de multiplier les efforts dans ce domaine. « 10 300 000 élèves du primaire et du secondaire pour l'enseignement public, 1 800 000 pour l'enseignement privé. Cette foule immense a donc entrepris ce matin la longue marche vers l'école ou le lycée. Ils étaient même plus nombreux que cela, puisqu'il faut y ajouter bien sûr les parents, quelquefois plus traumatisés, plus émus que les enfants eux-mêmes, quelquefois, mais pas toujours. J'ai
ma poulette. Au revoir, chérie. Tu es une grande fille, mais dans les petits. D'accord? Alors, bébé. Allez, va vite comme une grande. Mais tu vas pas piquer une crise de nerfs pour ça, écoute, hein? Allez, va. Alors moi je me suis levée, j'ai été déjeuner, j'avais pas très faim parce que j'étais très émue de ma nouvelle maîtresse, j'avais peur, je savais pas laquelle que j'allais avoir, alors j'avais peur. Vous êtes contente d'être revenue à l'école? Oui. Alors vous n'étiez pas contente en vacances? Oui. Ah bon, à vous. La maîtresse elle est très gentille je trouve, et puis elle est très jolie aussi. Si elle est sévère, je ne sais pas encore, parce que pour le moment, elle est très gentille, je trouve. Mais... Et aujourd'hui, pour la rentrée, j'ai l'impression que vous êtes un peu en avance, non? Oui, c'est parce qu'elle veut venir en avance aujourd'hui. Ça rajeunit, ça donne l'impression, n'est-ce pas, qu'on n'est pas encore complètement... en dehors de la vie active. Celui-là, qui c'est là? C'est mon petit frère, hein. Et c'est vous qui l'accompagnez? Ouais. Et pourquoi vous l'accompagnez? Bah, puisque mon père et ma mère travaillent, alors je l'accompagne, puisque je rentre actuellement. Et une brioche. Une brioche. 3 francs. Je vous assure que pour nous, oui, ça traîne l'animation, et les clients surtout. Non, oui, ça fait de l'animation, la pagaille, les gosses pour taper dans les vitrines. Et puis ils chauffent, ils cassent les carreaux. Oui, ça vous fait plaisir de revoir tous ces enfants? Oui, très plaisir de revoir mes enfants, surtout ça fait déjà 2 mois et demi qu'on les a pas vus. C'est également depuis lundi la rentrée politique d'un certain nombre de leaders, ou plutôt, puisque l'été a été marqué par un certain nombre d'événements sur le plan français, disons qu'un certain nombre de leaders depuis le début de la semaine font le point de la situation. Aujourd'hui, c'était le cas de M. Georges Marchal, secrétaire général du Parti communiste, qui, résumant et commentant au cours d'une conférence de presse les travaux du comité central de son parti, a proposé un certain nombre d'élargissements du programme commun. 4 thèmes essentiels: endiguer la hausse des prix pour maintenir le niveau de vie et l'emploi, 2, défendre la monnaie contre les sociétés multinationales, 3, défendre le commerce en se préservant des exigences américaines, 4, œuvrer pour la détente et même pour la dissolution des blocs. Mais au-delà de ces propositions, on retiendra aussi les propos de M. Marchais appelant à l'union de la gauche renforcée, appelant presque à l'ouverture. Nous sommes prêts à engager la discussion avec toutes les forces économiques, sociales qui sont disposées à le faire. Mais dans le rapport que j'ai présenté au nom du bureau politique, j'ai dit que pour notre part, si la CGT et la CFDT ensemble faisaient des propositions nouvelles qui puissent enrichir encore le programme commun de la gauche, non seulement nous ne sommes pas fermés, mais nous sommes ouverts à la réception de telles propositions. Il est possible d'obtenir dans notre pays la formation d'un rassemblement majoritaire qui isole la grande bourgeoisie et la contraigne à respecter la légalité. Ce qui est sûr, mais ce n'est pas une thèse nouvelle pour nous, nous l'avons toujours dit, c'est que le changement de politique, le passage au socialisme et la construction de la société socialiste, s'il est vrai qu'il peut s'effectuer aujourd'hui par voie pacifique, ne peut s'effectuer sans lutte, sans une lutte de classe acharnée. Nous n'avons aucune illusion sur la volonté des forces réactionnaires d'essayer d'entraver la marche de notre pays vers la démocratie économique et politique, vers le socialisme.
À Arc-et-Senans, près de Besançon, c'est l'emploi comme prévu qui a été aujourd'hui à l'ordre du jour de la 7e rencontre entre M. Giraud, le médiateur, et les syndicats de chez LIP. La réunion s'est terminée il y a quelques minutes. On se retrouvera lundi à 14h30, toujours à Arc-et-Senans. Disons qu'aujourd'hui, la discussion a été serrée, dure, toujours autour de l'emploi et d'éventuels licenciements. On est resté ferme sur ses positions, on n'a pas vraiment avancé, mais de part et d'autre, c'est manifesté la volonté de poursuivre la négociation. Il n'y a donc absolument pas rupture, mais il faudra se revoir lundi pour reparler une nouvelle fois et des éventuels licenciements et de l'emploi en général. On peut encore ajouter, toujours au domaine social, que les cheminots CGT et CFDT ont annoncé en fin d'après-midi qu'ils appelaient à des actions du 19 au 22 septembre, sans en préciser toutefois pour l'instant les modalités. Au cours des 2 premiers numéros de notre série consacrée au pétrole, nous avons vu l'aspect technique, pratique, l'importance du pétrole, ses utilisations, son gaspillage aussi hier. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est l'une des clés du problème, en fait le point névralgique, celui qui peut provoquer la crise et qui conditionne la politique pétrolière à l'échelle du globe. Il faut se pencher et s'arrêter sur le pétrole arabe. Les plus fantastiques richesses pétrolières de la planète sont ici. Elles dorment sous les sables d'Arabie, enfouies sous les plateaux de Perse, quelque part entre Aden et Kirkouk. Les 2/3 des réserves mondiales attendent preneurs. Jusqu'en 1970, le grand jeu du pétrole était simple et clair. Les grandes compagnies occidentales, le cartel, exploitaient ce pétrole, distribuaient des royalties, les émirs étaient riches à milliards, l'Occident avait ce qu'il voulait à bon prix. Et puis un jour, l'orage a éclaté et l'ordre ancien s'est écroulé. Le centre de ce gigantesque réservoir à pétrole, c'est le Golfe, qu'on appelle Persique ou arabe, selon le côté. 3 hommes dominent la scène. Faisal d'Arabie, le Shah d'Iran, le Libyen Kadhafi. Trois hommes, 3 politiques, 3 choix, à travers lesquels on comprend mieux la grande saga moderne du pétrole, dont les ressorts sont l'argent, la politique et la volonté de quelques-uns. On a dit de l'Arabie que c'était seulement du sable sur du pétrole. Le roi Faisal, comme ses cavaliers, est un homme du désert. Mais sans le pétrole, ce désert resterait à jamais pauvre et déshérité. Faisal a donc bien l'intention de vendre son pétrole, mais ne serait-ce que parce que les lieux saints de l'islam sont en Arabie, il a des obligations vis-à-vis des autres pays arabes. Et ces obligations s'appellent Israël. La question est donc, Faisal se contentera-t-il d'utiliser seulement l'argent du pétrole contre les Israéliens, ou bien en viendra-t-il à couper le robinet de l'or noir? Pour l'instant, le pétrole coule, l'argent entre dans les caisses, l'Égypte achète des armes avec les dollars de Faisal, et chacun se satisfait de ce subtil compromis. Le Shah d'Iran, lui, a moins de problèmes. Pour nous, la seule chose qui importe, c'est d'être compensé de la dévaluation réelle, par exemple, du dollar. Pour le reste, vous ne souhaitez pas utiliser le pétrole comme une arme de pression, quelle qu'elle soit? Non, jamais. Jamais, parce que c'est une arme à double tranchant. C'est clair. Il est vrai que l'Iran, avec 30 millions d'habitants, a d'autres difficultés. Mais en tout cas, et bien que musulman, l'Iran n'est pas un pays arabe, il n'a donc aucun contentieux avec les Israéliens. Cela ne l'empêche d'ailleurs pas de se forger une armée qui apparaît désormais comme la plus puissante de la région. L'Iran impérial rêve d'être le gendarme du Moyen-Orient. L'ombre de ses armes recouvre déjà tout le golfe Persique. Mais le Shah voudrait faire de son pays une sorte de Japon proche-oriental. Pour cela, il joue à fond la carte du développement, c'est-à-dire celle du pétrole. Pour le Shah, c'est l'Iran d'abord, une sorte de nationalisme réaliste. Pour les Occidentaux, c'est presque le partenaire idéal. En face, la Libye de Kadhafi. Les grandes compagnies cachent à peine que, comme dans la fable, c'est de lui que vient tout le mal. Kadhafi, c'est sans jeu de mots l'empêcheur d'acheter en rond.
Il vient de nationaliser son pétrole à 51%. En même temps, il réduit sa production de près de 100 millions de tonnes. On dit le bouillant Kadhafi, comme on disait le bouillant Achille, mais son siège de Troie, lui qui rêve d'un islam pur et dur, c'est le siège d'Israël. Le pétrole libyen n'est pas absolument nécessaire aux Occidentaux, mais la surenchère de Kadhafi éveille des craintes. Les compagnies ont peur de son exemple, les gouvernements s'en méfient. Tel est le jeu à travers ces trois pays. Mais sur l'échiquier politique du pétrole, les pions changent vite de place. Il reste que l'Europe, les États-Unis et le Japon ont un besoin de plus en plus pressant de pétrole arabe, un besoin vital. Depuis 3 ans, l'équilibre perdu entre producteurs et clients se cherche, se retrouve et se perd à nouveau. La prochaine conférence des pays producteurs, de l'OPEP, samedi prochain à Vienne, va peut-être fixer de nouvelles règles. Le pétrole va peut-être augmenter, le consommateur paiera. Pour le pétrole, même l'Amérique est prête à faire des compromis. Both sides are at fault. Both sides need to start negotiating. Nous ne sommes pas pour Israël, pas plus que pour les Arabes parce qu'ils ont du pétrole, a déclaré récemment le président Nixon. Nous sommes pour la paix. La paix, oui, mais pas à n'importe quel prix. Pour ce qui était, à l'époque, l'artère du pétrole, pour le canal, Français et Britanniques, en 1956, avaient lancé leurs soldats contre l'Égypte. Depuis, le pétrole est devenu une arme politique. Le pétrole, arme politique, ce sera notre sujet de demain. Jean-Yann tourne et fait tourner, et cela se voit. Cela se voit à Paris, surtout puisque pour les besoins de son film « Les Chinois », il n'a sans doute pas voulu la coïncidence avec l'actualité, pour cela, Jean-Yann peuple véritablement certains hauts lieux parisiens de centaines de figurants, certains vietnamiens, mais qui tous jouent des rôles de Chinois. Cela donne des spectacles étonnants lorsque Jean-Yann et sa très nombreuse équipe envahissent certains décors très parisiens. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tellement les Chinois, c'est plutôt les Français par rapport à une occupation quelle qu'elle soit. Alors je voulais une occupation un peu nouvelle, donc le bouquin de Beauvais était très très bien pour ça. Et c'est exactement les mêmes réactions que pendant toutes les occupations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient pour avant qui restent pour, il y a des gens qui deviennent pour pendant, il y a des gens qui étaient contre avant, il y a des gens qui deviennent contre pendant et après. Et puis, il y en a d'autres qui ne songent qu'à emmagasiner des sardines, du sucre dans les ou du riz, non? Ou du riz. Zim, boum, 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 zim, boum, boum, boum. La route de Chabon sur la route, pour les autres, C'est cher, mais c'est pas beaucoup plus cher finalement qu'un film. Si c'est bien préparé, ça va. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une dizaine de jours avec beaucoup de monde. C'est un budget qui tourne autour de combien? Autour d'1 milliard, on dit? 10 milliards anciens, oui. Et pour récupérer 1 milliard ancien dans une affaire commerciale comme l'est malgré tout un film, oui. Il faut combien de temps à peu près de succès, disons? Il ne faut pas longtemps, il faut beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup de monde dans le film, il faut que beaucoup de monde aille le voir, c'est tout. Il faut que 4 millions de personnes le voient. J'imaginais que le fait de faire de la radio et de la télévision me permettrait un jour de ne plus faire de radio et plus de télévision. Et alors en sournois, j'essayais de bâtir comme ça,
construire un peu Dans chacun de vos films, il y a quand même un studio de radio ou un studio de télévision. Ça vous tracasse un peu quand même, non? C'est pas que ça me tracasse, c'est que ça fait partie de la vie. Quand il y avait les scènes de la vie de Bohème dans Henri de Murcher, il y avait automatiquement les personnages contemporains qui étaient le marchand de plaisir, les voitures de 4 saisons, les trucs comme ça. Alors maintenant, il y a les gens qu'on ne peut pas éviter, qui font partie du quotidien. C'est les cars de CRS qui ont remplacé les voitures de 4 saisons. Et puis la radio et la télévision qui en font sonore à toutes les actions, quelles qu'elles soient. Radio, télévision, eau, gaz et électricité. Bien, restons pour l'instant dans la télé. On peut d'une manière générale d'ailleurs parler de rentrée dans tout le spectacle. Notez que ce sera d'ailleurs cette rentrée des spectacles, le thème d'Actuel 2 lundi prochain, dont l'invité sera Yves Montand. Pour le cinéma, une trentaine de films, rien que ça, annoncés pour la semaine à venir. Le Canadien Charles Bois et des concerts de pop musique au Music Hall. Et puis le théâtre, dont la saison s'ouvre ce soir au Théâtre Fontaine avec la pièce de Jean-Jacques Bricaire et Maurice Lassègue, L'honneur des Cipollino. Cela se passe en Sicile et il y est question d'honneur. Il a fait assez chaud aujourd'hui, le thermomètre n'a baissé pour une fois que dans le sud. On voit sur ces photos de satellite que les nuages orageux se développent justement sur la moitié sud de la France. Ces perturbations vont progresser lentement sur le pays, mais elles seront ralenties par les pressions qui persistent de l'Angleterre à l'Italie. Demain matin, soleil sur le nord et le nord-est, temps assez nuageux ou brumeux ailleurs. Dans la journée, temps assez beau, mais attention au risque de pluie sur les côtes atlantiques. Pour INF de dernière, vous retrouverez Paul Lefebvre à 22h25. En attendant, bonne soirée, au nom de toute l'équipe d'INF 2.